On démarre avec un petit peu de retard, mais il n'y a pas de problème pour la suite de la journée. Tout va bien. Merci beaucoup à tous nos intervenants et intervenantes ici présents pour cette conférence qu'on a intitulée L'effet boule de neige. Donc vous avez déjà vu une boule de neige, et si on la roule dans la neige, et ben, qu'est-ce qui se passe ? Elle devient de plus en plus grosse. Voilà. Et donc c'est pour analyser les succès et la manière dont tous nos intervenants ici collaborent avec les professionnels à concrétiser cet effet-là. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté de participer à cette conférence. Je remercie aussi Béatrice Boursier, qui est notre fidèle complice, qui va modérer cette table ronde. Et je m'empresse de te passer la parole pour introduire nos invités. Merci. Merci Anne, et ravie d'être là encore parmi vous pour tous ces sujets data. Vous savez que le SCAR est assez engagé sur ces sujets, vous propose plein d'outils différents. Et c'est un sujet aussi qui est traité aux ARC maintenant depuis 2018, donc comme un petit fil rouge. Donc je suis ravie de continuer aujourd'hui avec des exemples concrets. Donc alors on va commencer par toi, qui est à ma gauche. Alors, je vous présente déjà les intervenants et après, chacun va prendre la parole pour expliquer un petit peu ce qu'il fait. Ensuite, on va quand même faire un petit rappel, parce que même si on avait fait beaucoup d'ateliers, de conférences sur la data, comment ça marchait, notamment, je me souviens avec Victor, ici présent quand il était chez Clocks. Je suppose que tout le monde s'en souvient très bien et qu'on n'a plus besoin d'en parler. Mais si, on va vous faire quand même un petit rappel de comment voilà, les agences de communication fonctionnent. Et ensuite, on va se baser cette année sur des cas vraiment concrets, des succès, pour savoir comment les succès peuvent... on peut se baser sur les succès pour engendrer d'autres succès, et aussi savoir comment ces succès ont pu atteindre autant d'entrées grâce au marketing digital qui a été opéré sur ces films. Alors, Thierry Delpy, Ciné Society, je présente... voilà, et après chacun va. Christophe Branger, donc de Target, qui fait partie du groupe Webedia. Sylvain Bettenot de Vertigo Research, et nos deux amis de Lucky Time Lucky Lab, donc Charlotte Boisson, Adrien Tolon. Donc on va commencer peut-être par toi, Sylvain. Est-ce que tu peux nous dire ce que ta société fait et comment tu traites la data? La data. Donc alors, j'ai fondé Vertigo il y a une quinzaine d'années. On est un institut d'études marketing. Et en fait, on intervient dans la data ou dans la donnée au niveau de l'analyse. Il y a vraiment deux fonctions, et j'en profite pour rappeler ces deux fonctions de la data. Souvent, on pense avant tout à la data qui sert à la promotion, à suivre un spectateur, un consommateur, un client, qui est un autre métier. Nous, notre métier, c'est de comprendre à travers la donnée le comportement des spectateurs quand on parle de cinéma. Donc, on travaille pour l'ensemble du marché du cinéma avec... peut-être même... Voilà, notre façon de travailler avec la donnée. Donc, on interroge des personnes, on les interroge par différents moyens. On les interroge en face à face à la sortie des salles de cinéma. On peut les interroger en online à travers soit les réseaux sociaux, soit les SMS, soit les mails, soit plein d'outils digitaux. On peut les interroger par téléphone. On utilise tous les moyens d'interrogation, c'est les plus propices et les plus efficaces pour arriver à interroger les personnes. On interroge, donc en fait, on crée nos propres données, puisqu'on n'utilise pas forcément les données de nos clients. On crée nos propres données, puisque chaque enquête que l'on réalise, on va la réaliser, on va interroger des personnes qui sont anonymes. C'est-à-dire que leur nom, leur adresse mail, ne nous intéressent pas en tant que personne, en tant que contact qualifié.
Par contre, ils nous intéressent, on ne va pas les suivre. On a même l'interdiction, quand on fait des sondages, c'est un genre de code de bonne conduite qui nous interdit d'utiliser les informations qu'on a à titre promotionnel. Donc, en fait, c'est assez facile d'interroger et d'avoir des bases de sondage, puisque lorsque on donne son accord pour répondre à un sondage, théoriquement, on sait qu'on ne sera pas embêté ensuite par une quelconque autre promotion. Alors, quel genre de questions tu poses dans les sondages ? Alors, on pose des questions. Aussi bien, on travaille. Autre chose qui est importante, c'est qu'on essaye d'être, bien sûr, toujours représentatif de quelque chose. On essaye de s'éloigner du micro-trottoir qui va faire dire, par exemple, à l'exploitant de salle, quand il cherche à comprendre, à connaître son public, il est là le samedi, il regarde un peu qui est dans la salle, il voit qu'il n'y a que des jeunes, il peut être amené, je grossis bien sûr le trait, il peut être amené à se dire, bah voilà, il y a plein de jeunes dans ma salle de cinéma, normal, puisque en fait, il a fait un check au moment potentiellement où il y a un film pour enfants ou un film qui va attirer des adolescents. Donc c'est assez compliqué d'arriver à avoir des informations très précises, notamment sur le public du cinéma, parce que ça dépend des moments où on interroge, ça dépend des lieux où on interroge, ça dépend des heures où on interroge, tout peut changer. Donc c'est pour ça que c'est important de partir d'échantillons représentatifs, et c'est ce qu'on fait notamment chaque semaine, où on interroge 20 000 Français, donc à partir d'un échantillon représentatif de la France, un peu comme ce qui est fait pour des sondages politiques par exemple. On posait une question, savoir si ces personnes-là sont allées au cinéma au cours des 7 derniers jours. On a environ 2000 personnes à peine qui nous disent oui, je suis allé au cinéma au cours des 7 derniers jours, parce que le média cinéma est un média qui attire finalement assez peu de personnes comparé à des médias comme la télé ou la radio ou Internet, bien sûr. Et puis une fois qu'on a ces 2000 individus qui nous disent qu'ils sont allés au cinéma, on leur demande quels sont les films qu'ils sont allés voir au cours des 7 derniers jours, s'ils ont aimé, dans quel cinéma ils sont allés, et également comment est-ce qu'ils avaient entendu parler du film qu'ils sont allés voir. Donc ça nous donne plein d'informations chaque semaine, puisque comme vous le voyez là sur le graphique qu'on aime bien montrer, en fait, toutes ces courbes représentent des volumes d'entrée hebdomadaires et chaque couleur représente un âge. Les rouges, c'est par exemple les 60 ans et plus. Les bleus foncés, c'est les 15-24 ans. Et ça montre bien que chaque semaine, le marché est différent en France, aussi bien en volume qu'en structure de public. C'est ce qui fait l'intérêt du cinéma, puisqu'il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Donc en fait, on ne fait pas une étude pour un marché, en fait, on fait 52 études pour 52 marchés. Voilà. Et donc après, tu fournis les chiffres pour le CNC notamment sur le public. Tu proposes pour le CNC, on fournit une agrégation des données de l'ensemble de l'année. Ça permet au CNC de faire une structure du public et de savoir exactement et de permettre de communiquer à l'ensemble de la profession qui sont les spectateurs de cinéma. C'est une manière très agrégée, très globale. Et sinon, nous, on travaille avec beaucoup de distributeurs, beaucoup d'exploitants, des régies publicitaires également, à qui chaque semaine on vend un service qui leur permet de savoir qui est allé au cinéma cette semaine, qui est allé voir quel film a été en concurrence avec quel autre film sur telle cible, puisqu'on sait que le cinéma, il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine, en tout cas qui sont en salle chaque semaine. On dit souvent qu'il y a trop de films, mais il y a souvent trop de films pour la même cible. Donc ça permet également de savoir comment positionner les films. Merci Sylvain. Alors Thierry, à toi. Non, pardon, Christophe. On a mélangé toutes les slides hier soir. Comme ça, c'est plus facile aujourd'hui. Voilà. Donc Christophe, alors présente-nous un petit peu déjà Webedia, enfin présente plus, mais bon, quand même, fais-nous un petit rappel. Et puis après, toi, comment tu interviens avec... Alors, on a oublié de citer quand même Marie Lavoine, qui travaille chez Allociné, donc... qui est une collègue de Christophe, et dans le coin là-bas, l'autre Marie Razin, qui ont laissé leur place à leurs collègues hommes, à ma grande déception, mais bon, il n'y avait pas assez de place. Je suis ravi d'être là. Heureusement
heureusement, Charlotte est là. Alors, Christophe, Donc en effet, cette introduction très introduction qui m'a mis encourageante. en valeur, merci beaucoup. Donc moi, je bosse en effet chez Webedia. Je pense que tout le monde connaît à peu près Webedia ici. On a plein d'activités qui sont assez généralistes, mais le cinéma a toujours été au cœur des activités de Webedia. Et donc on va avoir en gros 3 grosses catégories d'activités au sein de Webedia. La première, c'est la fournisseur, c'est les services, quoi. On va vraiment fournir des services, notamment les séances. Lorsque vous tapez un film sur Internet et que les séances remontent sur Google, par exemple, c'est un service de Webedia. Webedia fournit les séances dans le monde entier pour plein de sites Internet, plein d'agrégateurs. On a aussi une régie publicitaire, donc pour le coup avec le site le plus connu qui est Allociné. Et ensuite, on a une partie qui s'appelle Box Office Pro, que la plupart des exploitants doivent connaître, qui s'incarne à la fois par un magazine papier, par aussi des contenus digitaux. On a une émission une fois par semaine qui va parler de l'actualité, plutôt de l'exploitation et des entrées en salle, avec à chaque fois des invités qui vont faire des analyses dessus. Et moi, plus précisément, je travaille pour une entité au sein de Webedia qui s'appelle Target. Et donc moi, mon job, en gros, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'audience planning. Donc c'est de prendre les datas des médias Webedia pour les activer dans des campagnes publicitaires. Donc moi, en gros, mes sources de données, c'est ce qu'on appelle de la data organique, donc c'est les gens qui viennent naturellement sur nos sites internet. Et Allociné notamment a énormément de data organique, parce que lorsqu'on tape un film sur Google, on est en première ou deuxième position avec Wikipédia, ce qui fait qu'on a beaucoup de monde qui arrive sur Allociné. Et donc je vais à partir de ça créer des segments d'audience issus de nos médias qu'on va activer pour des clients dans le cadre de campagnes digitales. Ensuite, on a une autre source de données qui va s'ajouter à cette première source de données, qui est la data de tous nos réseaux sociaux, tout ce qui est produit par nos pages Allociné, mais d'autres également médias Webedia. Et également pour cette partie-là, les créateurs de contenu, puisque Webedia a investi le terrain de ce qu'on appelle l'influence. Donc voilà, des créateurs de contenu aujourd'hui, comme on les appelle de manière plus polie. Et donc c'est une data qui va venir s'ajouter à cette offre de data globale Webedia. Et enfin, on a nos chaînes YouTube, notamment avec 2 chaînes assez fortes sur le cinéma qui sont la chaîne d'Allociné et la chaîne Filmactu, qui est la chaîne de teaser qui appartient aussi à l'écosystème Webedia. Et donc moi, mon job au quotidien, c'est vraiment de prendre toutes ces datas et essayer de créer le segment qui soit le plus pertinent pour le client, en s'appuyant sur ces datas-là, qui sont les datas organiques des gens qui viennent consulter des contenus cinéma. Alors on peut rappeler ce que c'est que l'organique déjà. Eh bien, je vais le rappeler tout de suite. Voilà. L'organique, c'est les gens qui viennent naturellement sur un média donné. Donc aujourd'hui, dans 99% du temps, le trafic organique, c'est le trafic qui est issu de Google. L'autre option possible pour le trafic organique, c'est les gens qui tapent directement dans la barre de recherche l'URL d'un site internet. Mais dans les faits, la plupart des gens arrivent sur un site internet ou nos médias via de la recherche Google ou de la recherche d'un autre moteur de recherche. Et donc c'est ça l'organique. C'est des gens qui sont venus qui sont volontaires pour chercher un site, ouais, en fait, le soit trafic par organique, Google, soit en direct. Le trafic organique, c'est le trafic qui n'est pas issu d'une campagne publicitaire. Je ne me suis pas pris une publicité, j'ai cliqué, je suis allé sur Allociné. C'est un autre trafic qui existe sur Allociné, qui est le trafic publicitaire, mais qui est heureusement plus petit que le trafic organique. Le trafic organique, c'est tous les gens qui, tous les jours, viennent consulter Allociné, 750 grammes, et les différents médias. Alors ensuite, quand tu parles de data, qu'est-ce que c'est exactement ces personnes qui viennent, comment... Alors, elles sont anonymes, ces datas sont anonymes, bien sûr. Oui. Elles ne sont pas toutes anonymes, parce qu'on a aussi on a 2 types de data. On va parler de data loguée. Donc, la data loguée, c'est tous les gens qui ont un compte Allociné. Et donc, lorsqu'ils s'inscrivent au moment d'être sur Allociné, ils ont probablement renseigné leur sexe, des fois leur âge. Voilà, c'est des informations. Et là, on parle de data loguée. C'est-à-dire que je sais que cet internaute fait telle action sur nos applications, sur nos univers. On parle de data loguée. Et le reste de la data d'Allociné, la grande majorité, c'est des gens comme vous et moi qui, tous les jours, de manière régulière, viennent sur ces sites-là. Et donc, on récupère là de la donnée qui est évidemment anonyme. Je ne sais pas qui est derrière l'internaute. Moi, je récupère du comportement. En fait, c'est vraiment de la data comportementale. Et donc là, on vous a mis des exemples de volumétrie. Et en fait, l'intérêt, en tout cas, nous, comment on travaille notre data, c'est parce qu'elle est volumique, parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de comportements en basé au global sur l'écosystème Webedia, on va travailler la récurrence et la fraîcheur de la donnée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va estimer, par exemple, comment je détermine que quelqu'un est fan d'un film d'horreur. Je ne vais pas me dire que c'est juste quelqu'un qui allait voir la fiche d'un film d'horreur, mais c'est peut-être quelqu'un qui allait voir 3 fois une fiche d'un film d'horreur sur les 30 derniers jours. Et donc là, on mesure une sorte d'intensité cinéphile, une appétence pour un genre à un instant T. Et c'est ça qu'on va intégrer dans nos plans médias. C'est de se dire, on va donner des définitions à nos segments donnés pour leur utilisation, qui soit analytique ou marketing derrière. Mais une grosse partie de mon quotidien, moi, c'est de déterminer aujourd'hui, je veux toucher une audience précise, une audience jeune, peu importe l'audience.
comment je fais parler la data et comment je joue avec les critères possibles sur cette data. Et ça, c'est ce qu'on appelle la granularité de la data, qui est un mot un peu barbare pour pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot, mais voilà. Et c'est ça, en fait. La granularité, ça veut dire la précision de la donnée. C'est comment je détermine, comment je rentre dans un segment pour créer des sous-segments qui eux-mêmes créent des sous-segments. Merci Christophe. Nous avons ensuite Thierry Delpy qui va nous parler de Ciné Society, que bon, la plupart de vous connaissent, mais avec aussi vos nouvelles activités. Oui, merci Béatrice. Donc effectivement, moi je suis là avec Marie Razin qui est là, avec qui j'ai cofondé Ciné Society en 2019. Et notre angle, l'angle qu'on a pris à la création de Ciné Society, c'est de se baser sur la salle de cinéma, de considérer que la salle de cinéma est un axe et un axe de promotion des films qui est extrêmement important et qui était en tout cas, et on espère qu'on ne peut pas lier à ça, pas très utilisé par les distributeurs en termes de promotion digitale des films. On utilise la salle pour passer des bandes annonces, pour mettre de la PLV, pour ainsi de suite. Donc il y a quand même cette volonté des distributeurs de s'appuyer sur la salle pour faire la promotion des films. Mais dans le domaine du digital, c'était très peu le cas. Et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de pallier à ça pour utiliser la proximité que les salles de cinéma ont avec les spectateurs, la connaissance qu'ils ont les spectateurs, et on va le voir, les données qu'ils ont sur les spectateurs, et qui jusqu'à maintenant, à part pour des très très gros circuits, n'étaient pas utilisés par les distributeurs. Donc on a deux axes de travail. On a des outils pour les exploitants qu'aujourd'hui 300 salles à peu près en France utilisent, qui est un outil qui leur permet de faciliter leur communication sur les réseaux sociaux et qui va leur permettre de relayer notamment la promotion des films et tous les éléments promotionnels que les distributeurs peuvent fabriquer sur leurs propres réseaux sociaux et de créer des communautés locales à chaque cinéma et d'animer ces communautés pour mettre en avant et bien évidemment leur salle, leur programmation, mais aussi travailler la notoriété en amont des films. Et donc pour les distributeurs, on a trois axes, trois lignes, on va dire, de produits. La première, qui est assez simple, c'est qu'effectivement, ils vont mettre à la disposition des salles tous les éléments promotionnels qu'ils ont créés autour de leur film. Donc ça, c'est assez simple, mais ça permet aux exploitants d'y accéder très facilement et de le relayer de manière beaucoup plus facile. La deuxième chose, c'est qu'on va éventuellement aider les distributeurs, on en parlera tout à l'heure, à justement travailler leur notoriété sur les réseaux sociaux des salles de cinéma en leur permettant de publier directement, d'accéder aux réseaux sociaux des salles et donc bien en amont de la sortie des films, faire connaître ces films-là auprès des spectateurs et des abonnés aux réseaux sociaux des salles qui sont des spectateurs assidus et engagés puisqu'ils ont été faire la démarche de s'abonner aux réseaux sociaux de leur salle. Et donc ils peuvent avoir un impact, on va le voir, qui peuvent être très très importants en termes de diffusion et de viralité sur les films. Et donc le dernier axe qu'on a lancé effectivement plus récemment au mois de septembre, qu'on a appelé Ciné Data, de manière extrêmement originale comme nom. On a eu une imagination débordante, ouais, gros brainstorming. Le pire c'est que oui, gros brainstorming, Ciné Data. Mais voilà, au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc ça permet de faire des campagnes digitales ciblées. Donc très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une plateforme qui va centraliser les données d'achat des spectateurs. Donc là, contrairement à ce que pouvait décrire Christophe, c'est pas des données comportementales, c'est pas des données d'intérêt, c'est vraiment des données d'achat. Donc on va récupérer dans les billetteries des salles de cinéma qui rejoignent notre plateforme chaque jour toutes les données des spectateurs qui ont acheté des places et qui sont identifiables. Donc c'est les gens qui ont acheté en ligne, donc sur les sites de vente en ligne pour lesquels ils sont obligés, qui sont logués ou au moins qui sont obligés d'avoir laissé leur adresse mail pour recevoir leur billet. Et les spectateurs qui achètent en caisse avec une carte de fidélité, donc là aussi qui ont un compte client, on va dire, attaché à leur achat. Et donc pour chaque transaction, chaque achat de billet, on va récupérer l'adresse mail de la personne qui a opéré l'achat, quelle séance il a été voir, donc c'est évidemment dans quel cinéma, quel film, quelle version, quand il a acheté la place, donc on a des données très très fines, même si c'est des gens qui achètent beaucoup à l'avance, qui ont acheté juste avant, qui ont acheté sur place, quel canal d'achat évidemment il a utilisé, quelle version comme je disais, mais ça peut être à la version VO, VF, mais ça peut même être pour certains cinémas qui font du premium ou des choses comme ça, être capable d'avoir des données sur les spectateurs qui ont été voir un film en 4DX, en IMAX, en tout ce qu'on veut, et les billets qu'ils ont achetés. Donc on est capable aussi d'avoir des informations sur est-ce qu'ils ont acheté des billets pour 3 enfants plus 2 adultes, voilà. Donc on a des informations très très précises sur chaque transaction. Qui sont les données de caisse. Qui sont les données de billetterie. Et on a là aussi, un peu comme le disait Christophe, de manière facultative, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas obligé de le remplir, mais à peu près pour 30% des transactions, on a les informations de genre, d'âge et de localisation du spectateur, donc qui sont des données supplémentaires qu'on peut utiliser.
Et donc tout ça, évidemment, nous on le collecte, on le mutualise, et tout ça évidemment dans le respect du RGPD, c'est-à-dire que les spectateurs doivent être consentants pour donner leur information et qu'elle soit réutilisée derrière. Les données sont protégées, elles peuvent être effacées dès que le spectateur le demande. Donc on est évidemment complètement respectueux des données personnelles que laissent les spectateurs. Et donc on verra tout à l'heure qu'une fois qu'on a ce pool de données, donc pour information, aujourd'hui on a vraiment lancé la collecte de ces données à partir de fin septembre. Aujourd'hui on a 80 cinémas qui ont rejoint, donc c'est des cinémas assez importants parce que pour l'instant on essaye de récupérer des volumes de données. Donc aujourd'hui on a un peu plus d'1 million de spectateurs pour lequel on a des informations d'achat qu'ils ont réalisées dans les 3 dernières années. Donc on a 3 ans d'historique vraiment des films qui ont été voir ces spectateurs-là de manière extrêmement précise. Et on verra tout à l'heure comment ça peut avoir une utilisation très utile pour les distributeurs pour aller recibler des spectateurs en fonction de ce qu'ils ont vu. Et in fine pour les exploitants aussi. Voilà. Et donc derrière, ce qui est aussi effectivement très important, déjà c'est le fait que cette collecte est faite du point de vue des exploitants dans une manière complètement juridiquement solide et transparente. Et derrière, l'idée évidemment c'est de renvoyer les spectateurs dans les cinémas qu'ils ont déjà fréquentés, donc d'augmenter la fréquentation des salles en permettant de cibler beaucoup mieux les spectateurs en fonction de ce qu'ils ont été voir et de les renvoyer dans les salles de cinéma. Donc l'intérêt pour les salles, il est aussi d'augmenter leur fréquentation. Voilà, donc on en reparlera évidemment tout à l'heure dans le déroulé des campagnes. Merci Thierry. Charlotte et Adrien. D'accord. Alors Adrien. Ouais, bonjour à toutes et tous. Que faites-vous donc à Lucky Time, Lucky Lab? Donc on a créé avec Charlotte il y a 10 ans Lucky Time, qui est une agence de communication et de marketing pour le cinéma, pour l'entertainment en général, mais on est très très cinéma. C'est notre cinéphilie d'ailleurs qui nous a conduit à créer cette agence. On est une vingtaine aujourd'hui. Notre dernière recrue est en train de nous filmer ou de nous prendre en photo. C'est Lucie, que vous avez sans doute connue à Futura Cinéma. Donc nous, on intervient un peu sur toute la vie du film aujourd'hui. Son exploitation en salle, bien sûr, mais également en vidéo, VOD, son exploitation à l'étranger avec des clients comme MK2 ou Unifrance. Et on intervient un peu sur toute la filière, donc avec les institutionnels, type le CNC, les régions, l'AFCAE, le SCAR, dont on est partenaire depuis longtemps, avec qui on fait beaucoup de formations. Et on intervient beaucoup. Le cœur de notre activité, c'est vraiment la sortie des films en salle. Et donc on travaille, le cœur de nos clients, ce sont les distributeurs. On travaille avec une 50aine de distributeurs et bien sûr les exploitants. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est beaucoup dans le marketing digital. Mais on le dépasse un petit peu. Depuis 2 ans, on va jusqu'à réaliser des bandes annonces pour des films, donc on en fait à peu près une par mois. Mais le cœur, c'est les campagnes digitales pour la sortie d'un film en salle. Et peut-être la slide d'après, qui a la main dessus. Merci. Et donc comment on active ça en termes de data, parce qu'on a tout le volet créa, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la partie data. Donc on a 3. Excuse-moi, juste pour être précis, quand tu dis campagne digitale, ça veut dire que vous achetez de l'espace, essentiellement sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet, pour pousser des bandes annonces. Alors en fait, il y a 2 volets en fait dans notre métier, dans une campagne digitale. Il y a le volet créa, donc on va proposer une stratégie de création de contenu. Donc bien sûr, il y a l'affiche et la bande-annonce qui nous sont livrés par le distributeur et qui sont les éléments de base, mais qui ne sont pas les éléments les plus digitaux compatibles. On va quand même s'en servir, bien sûr, au départ de la campagne, mais après, l'idée, c'est vraiment de créer des formats adaptés à chacune des cibles et adaptés à chacun des canaux qu'on va activer en fonction de la stratégie qu'on a en tête sur le film et qu'on va partager avec le distributeur. Donc ce deuxième volet, c'est vraiment le volet achat qui est ici. Donc il y a tout ce qui est possible en termes d'achat par les réseaux eux-mêmes, les intérêts méta par exemple que vous devez connaître, sous forme de mots-clés qu'on peut acheter, cinéma indépendant, Télérama, etc. Mais nous on a tout de suite chez Lucky Time, donc on a 10 ans,
les premières campagnes qu'on a lancées pour le cinéma en digital, c'est il y a 8 ans. Et tout de suite, on a eu cette réflexion de vouloir se créer notre propre data et d'être dans une logique de mutualisation avec l'ensemble du marché, les distributeurs, les exploitants. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de distributeurs qui partagent la data à travers nous. C'est-à-dire que chaque campagne, c'est le fameux effet boule de neige, chaque campagne va nourrir la suivante ou les suivantes. Et donc par exemple ici, vous voyez que sur la partie data de films apparentés, on va à chaque film se poser la question de, au sein des films que l'on a travaillé chez Lucky Time ces derniers mois, quels sont ceux qui sont les plus intéressants à réactiver en termes d'audience. Et donc ça produit des résultats très très forts par rapport aux données basiques des réseaux eux-mêmes. On a par exemple un plus 45% sur Facebook quand on lance une bande-annonce sur le taux de vue à 75%. Donc les personnes qui voient au moins les 3/4 de la bande-annonce. En deux, on a créé tout un tas de communautés autour du cinéma. Très niche, on a le cinéma italien, donc on a par nationalité de film, on a par sujet et on a par genre. Ce qui nous permet à chaque fois de pouvoir réactiver cette data à la fois organique, toutes les personnes qui peuvent venir sur les pages Facebook, Instagram, TikTok par eux-mêmes, mais aussi la data paid, toutes les personnes qui sont venues à travers des publicités. Et donc ça dépasse très largement le nombre d'abonnés à ces pages. Je crois qu'on a 700 000 abonnés quand on cumule les différentes pages. Mais là, on va avoir toutes les personnes qui ont interagi, qui ont commenté, liké, partagé, etc. Sur nos pages. Et on peut les réactiver en fonction du genre du film, de sa nationalité, etc. Merci Adrien. Alors c'est là que j'en profite. Alors, il y a la dernière source de données. Pardon. Là, c'est une activité plus récente qu'on a lancée avec Charlotte et Balthus. C'est une filiale de Lucky Time et de Balthus qui s'appelle Lucky Lab et qui a visé à aller plus loin sur la partie data. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc on a accumulé à ce jour, donc on a lancé les premiers sites dédiés à des films pour récupérer toute la data des personnes les plus intéressées, pour aller plus loin que la simple vue sur un contenu, ou la simple impression, la simple vue, ou la simple interaction. Là, on va plus loin. On a des gens qui ont non seulement vu la publicité, mais qui ont souhaité cliquer pour aller se renseigner sur le film plus en amont, prendre des informations supplémentaires, voire aller jusqu'à consulter les séances et cliquer pour réserver. Donc cette data, aujourd'hui, c'est 14 millions de visites et 11 millions de visiteurs uniques qu'on peut également utiliser dans nos campagnes pour les distributeurs en segmentant par genre de film, nationalité, etc. Et la toute dernière étape, du coup, en termes de data, c'est qu'aujourd'hui, on a signé 3 partenariats pour avoir de la data transactionnelle, c'est-à-dire avoir là des acheteurs réels. On va encore plus loin, on n'est pas... Via Lucky Lab, on est sur du clic pour réserver. Là, on est sur carrément des acheteurs. Donc, ce que disait Thierry tout à l'heure avec Cinedata, on a un accord exclusif sur les distributeurs indépendants avec Thierry et Marie de Ciné Society. On peut recibler les acheteurs d'une typologie de film particulière, ou voire titre à titre même. On va prendre un film et on va scanner tous les comparables qui nous semblent intéressants à réactiver. On a également signé un accord avec Ozak pour faire la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez Ozak. Ils devaient venir, ils ne sont pas venus. Finalement, ils sont bloqués. C'est une plateforme de vente de places basée sur le yield management. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont 70 cinémas actuellement. 70 cinémas qui ont adhéré à Ozak et qui nous permettent d'avoir de la data d'acheteurs. Et enfin, donc on a un partenariat avec le SCAR, avec Béatrice, qu'on partage avec Cine Society et avec Lox, où on a là aussi, cette fois-ci, pixelisé les cinémas. On a quoi, une trentaine aujourd'hui ? Une trentaine de cinémas. Qui a signé les contrats ? Qui a déjà posé un pixel sur son site parmi vous ? Ouais. Si, Stéphane, là-bas. Judith. Donc voilà, on a les gros cinémas RSC parisiens, type le Luxor, etc. Et les gros cinémas de province, le Comédia, le Diagonal.
le Star à Strasbourg, etc. Voilà, donc j'en profite pour vous expliquer un petit peu voilà, la démarche. C'est en effet poser un petit tracker sur vos sites internet pour qu'ensuite les spectateurs qui sont allés voir vos sites internet puissent recevoir, au lieu de recevoir quand ils vont surfer sur un autre site internet qui n'est pas le vôtre ou sur les réseaux, qui peuvent voir apparaître plutôt des informations de films qui vont sortir. Afin de, ils sont en priorité ciblés au lieu d'avoir une publicité pour des chaussures ou des réfrigérateurs, ils auront plus donc une bande-annonce de film par exemple, et c'est aussi un moyen pour les indépendants de mutualiser leurs données et que vos spectateurs soient aussi informés que les spectateurs de circuits qui eux utilisent déjà les données de manière plus facile, puisqu'ils ont des volumes de spectateurs beaucoup plus importants que les indépendants dont les volumes de données sont plus morcelés par essence. Alors, comment... donc là, on a ce qu'on veut vous proposer, c'est de s'appuyer sur des campagnes qui ont été réalisées à travers des exemples et une démarche d'abord de distributeur à la base, un distributeur qui décide de sortir un film. Sur quoi il s'appuie, qu'est-ce qu'il met en œuvre. Alors, comment dire, on est parti à partir de 3 exemples. L'Amourouf d'un côté, puisqu'il a voilà, obtenu aussi, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont allés voir le film et que les entrées sont là. Mais aussi, alors merci à Studio Canal d'avoir pu nous appuyer, de nous avoir permis de nous appuyer sur ces données. Aussi, un petit truc en plus, merci à la PAN, je ne sais pas s'ils sont là, ils devaient venir, mais je ne sais pas s'ils sont là. Et merci enfin à Pyramide, puisqu'on va s'appuyer aussi sur un exemple assez original de campagne qui a été opérée pour l'histoire de Souleymane. Merci les souffleurs. Et aussi un petit peu les graines du figuier sauvage. Je ne sais pas si Marina est là. Si. Alors, on va commencer déjà à la base de la base. Là, Studio Canal pour l'Amourouf est venu te voir, Sylvain. Exactement, comme ils étaient venus nous voir pour Le Grand Bain. En fait, c'est des études qu'on fait auprès de spectateurs à qui l'étude-là a été faite en 2023, début 2023, où le projet était là. Le pitch était là, le casting était là, c'était réalisé on savait que ça allait être réalisé par Gilles Lelouch. Et donc on présente le film aux spectateurs en leur laissant penser que le film va sortir bientôt, alors qu'il n'est pas encore fabriqué. Et on va tester si ce public-là, les éléments qu'on lui présente, c'est vraiment des éléments intrinsèques du film, il n'y a vraiment pas eu de promotion. S'il est attiré par ce concept, on va dire par ce projet. On mélange ce film avec d'autres films pour évidemment que le spectateur soit un peu perdu et ne sache pas sur quel film on veut quel est le film au final qui va vraiment nous intéresser. Et donc on a fait ça sur beaucoup de films, aussi bien des très très gros films que des tout petits films auprès de cibles très particulières. Et on va tester, on va mesurer l'envie, voire le très envie d'aller voir le film quand il sera en salle. Alors ça vaut ce que ça vaut. Il y a des films sur lesquels on ne peut pas le faire parce que le projet n'est pas assez fort. Mais en tout cas, on voit des choses très intéressantes. Et c'est notamment un point de départ pour les distributeurs, notamment, pour leur dire voilà où on en est avant même d'avoir entamé la moindre promotion. Quels sont les éléments forts, quels sont les éléments faibles du film, et également quelles sont les cibles qui sont les plus intéressées. Donc c'est un début de ciblage du film. Et là on voit pour l'Amourouf, ce qui est assez intéressant, c'est que le projet n'était pas ouf en tout cas. Le pitch, c'est vrai que le film est difficilement pitchable. Et donc il y avait des scores vraiment assez moyens, même le casting, même
en tout cas, les scores étaient pas proportionnels à l'ambition du distributeur. Ce que voulait également tester le distributeur, c'était les cibles. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment, on le voit sur le graphe là, voilà, les 25-34 ans étaient vraiment la cible la plus intéressée par le projet, par le concept. Les jeunes, les 15-24 ans, on verra tout à l'heure qu'ils ont eu une importance, vraiment une très grosse importance dans le succès du film, étaient plutôt dans la moyenne. Voilà, donc c'était un test d'attractivité qui a plutôt, qui n'a pas rassuré le distributeur, on va dire, voilà, mais qui lui a permis d'avoir des éléments pour travailler au mieux. Et donc, une fois... Oui. Alors après, effectivement, avoir un petit peu analysé ces éléments avant même la réalisation du film, pour les distributeurs, souvent, se basent sur d'autres films et d'autres campagnes pour essayer de déterminer la leur pour leur prochain film. Pour trouver leur cible, puisqu'ensuite, une fois qu'ils auront leur cible, ils pourront s'adresser aussi bien à Webedia, à Cine Society, à Lucky Time, pour aller justement chercher cette cible. Et ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est qu'en amont, la réflexion passe par l'analyse de données de films qui sont déjà sortis. Alors, on se dit souvent que le film est un prototype et donc on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Si on se dit ça, il n'y a plus de marketing, il n'y a plus d'intérêt. Donc, le premier réflexe de Studio Canal, une fois que le film était fabriqué, c'est de se dire, et au moment de lancer la campagne, c'est de se dire, voilà, à quel film L'Amour ouf peut-il ressembler en termes de public? Alors, ils sont allés prendre le premier film réalisé par Gilles Lelouch, Le Grand Bain, qui a attiré plutôt un public plutôt âgé, avec plus de 50% de public âgé de plus de 50 ans, donc plutôt un public senior. Le film a cartonné, mais sur une cible senior. Autre exemple, alors là, joué par Gilles Lelouch, un film finalement au thème pas très éloigné, en tout cas un des thèmes pas très éloignés de L'Amour ouf, Bac Nord, qui lui a attiré une part plus importante de jeunes. On voit que les moins de 25 ans représentent un peu plus environ 25% du public, ce qui est bien pour un film français. En général, les taux sont un peu plus bas. Donc voilà, déjà entre Bac Nord et Grand Bain, c'est pas tout à fait le même public. Et puis ils sont évidemment allés chercher le public d'un grand succès, qui est le Comte de Monte Cristo, en se disant mais finalement, est-ce que quand on a de l'ambition, quand on a de l'ambition à la fois, notamment budgétaire, bien sûr, est-ce qu'on peut aller chercher des jeunes? Et oui, au fait, une des cibles qui a fait le succès de Monte Cristo, ce sont les 15-24 ans notamment, ce qui est assez rare dans le cinéma, un film d'époque français, vu par des 15-24 ans, il n'y en avait pas beaucoup dans notre historique, avec 20%. Donc là, c'était, oui, donc on sait que c'est possible. Après, ils se sont dit, mais finalement, quels sont les films qui ont regroupé, qui ont les plus grosses affinités avec les jeunes? Alors le film qui a une affinité absolument incroyable avec les jeunes, c'est Jamais plus, le film américain It Ends With Us, qui n'était pas vraiment attendu à ce niveau-là et qui a attiré plus d'un spectateur sur deux qui avait moins de 25 ans, où là c'était un carton près, le film a fait plus d'1 million d'entrées, donc a attiré plus de 500 000 moins de 25 ans, ce qui est important. Se dire, voilà, le côté un peu young adult movie marche également bien sûr sur cette cible. Donc, comme tout à l'heure, ils ont agi et mes amis vous diront après comment ils l'ont fait. C'est juste pour détailler le profil de L'Amour ouf qu'on voit là. Et on voit qu'en fait, les jeunes étaient bien évidemment là. Toute la promotion a été organisée pour les toucher. Ils ont été touchés de façon ultra efficace. Et c'est eux qui ont porté le film. Et une dernière chose, sur ce public jeune, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est un public qui a l'intérêt d'aller beaucoup au cinéma. Les jeunes, c'est quand même assez peu d'individus dans la population. Les 15-24 ans, c'est 8 millions de personnes. C'est 6 millions de spectateurs à peu près. Donc c'est 12% de la population, donc c'est pas grand-chose. Les plus de 50 ans, c'est plus de 40% de la population. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Et là, voilà, quand on fait 28% de 15-24 ans, c'est un énorme succès. Donc
L'intérêt de toucher cette cible, c'est que c'est une cible qui va beaucoup communiquer, à la fois à ses compères du même âge, leurs compères du même âge, sur les réseaux sociaux, ça va aller très vite. Et puis également, c'est une cible qui est assez prescriptrice pour les autres générations. Et on le voit là que le film, effectivement, a touché toutes les cibles. Merci, Sylvain. Donc, à partir de ça, à partir de ces éléments que fournit Vertigo distributeur, c'est là qu'interviennent les agences. Et notamment, Christophe, comment vous avez agi à partir de ce moment-là? Ouais, donc là, pardon, j'ai plus de voix, mais là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut déterminer les objectifs d'entrée et les objectifs du coup qu'on va associer à une campagne digitale. Donc, il se passe un truc sur Allociné, c'est que les visites quotidiennes sur un film, une fois que le film est sorti, est complètement proportionnelle aux entrées en salle du film. C'est-à-dire que tu prends une courbe des visites sur Allociné, tu prends une courbe des entrées de ce film quotidiennement, c'est deux courbes qui se superposent de manière quasiment identique. Et ça, c'est ce qui est assez naturel, puisque voilà. les personnes vont chercher les horaires dans leur cinéma pour aller au cinéma. Exactement. Parce que du coup, Allociné rentre dans le parcours d'achat du spectateur jusqu'à aller sur le site du cinéma où derrière Thierry récupère la data. Et donc, à partir de ça, on a pu créer, et donc quelqu'un chez nous, chez Webedia, qui s'appelle Émilien Robert et que certains distributeurs doivent connaître, peut dégager des modèles prédictifs. Et donc, il va regarder les visites en pré-sortie et ça va lui permettre de faire des prédictions, d'essayer de deviner de manière assez précise le nombre d'entrées du film en premier jour, première semaine, et aux durées totales du film. Et pour le coup, il a souvent des intuitions qui s'avèrent être assez bonnes. Et donc, à partir des visites, on va venir déterminer l'objectif. Et donc, nous, on a un outil donc là, qui s'appelle Atlas, qui est de là où sont tirés les exemples de ces courbes. C'est un outil qui est mis à disposition des distributeurs et qui vont pouvoir venir voir, regarder leur courbe de visite pré-séance et essayer de voir est-ce que le film prend de lui-même, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut avoir des objectifs ambitieux, au contraire, voilà, je suis par rapport à mes comparables, et donc il va avoir à peu près le même enjeu que côté Vertigo, c'est que le distributeur va beaucoup penser son film par rapport à d'autres comparables, et donc on va rentrer dans l'outil nos 2-3 films comparables qu'on estime les plus proches d'une autre, et on va regarder si en pré-sortie, où est-ce qu'on se situe. Et donc là, par exemple, on a pris les 3 exemples de l'étude, on a des films qui sont très forts, très en amont de la sortie, d'autres dont le boost est beaucoup plus proche de la sortie, on a des films dont le boost est en post-sortie, et donc tout ça va venir alimenter la définition des objectifs des campagnes marketing. Et ça, c'est exactement la même chose, donc j'ai pas besoin d'insister là-dessus. C'est juste d'autres exemples. C'est un exemple de un petit truc en plus par rapport à un comparable et de voir comment, voilà, bien avant la sortie, tu pouvais voilà, l'anticiper. C'est-à-dire que pour la sortie d'un petit truc en plus, les distributeurs et vous êtes dit, bon, quelle est la comédie qui a fait le plus entrer l'année précédente, et vous êtes basé sur le Alibi 2. Ouais, en fait, tu vas vraiment regarder par rapport à tes films, où est-ce que je me situe en termes de visite, est-ce que ça crée un événement ou non. Et en fait, il y a plein aussi d'événements extérieurs qui vont venir augmenter tes visites. Tu vas pouvoir aussi mesurer l'efficacité de ton plan média. Je fais une apparition au JT ou sur une émission télé, je suis censé avoir un boost sur Allociné puisque les gens vont taper le nom du film. Et donc ça te permet aussi comme ça de mesurer ton plan média. Je commence ma campagne d'affichage, je vois pas du tout d'augmentation du trafic, c'est pas très bon signe. J'ai envoyé mon gars faire de la promo, il a fait 4 émissions, il n'y a pas d'augmentation des visites, c'est vraiment pas bon signe. Et donc comme ça, au fur et à mesure de la vie du film, on va suivre la vie du film, et ils vont pouvoir venir remarquer les prises de parole, qui sont pas d'ailleurs forcément publicitaires, c'est souvent juste de la promo, un JT par exemple, et un énorme vecteur d'audience, puisque on est, comme tu disais, Sylvain, sur la télé, qui est encore aujourd'hui un mass média très important. J'ai 5 millions de téléspectateurs qui entendent parler d'un film. Il vaut mieux que quelques-uns soient allés voir de quoi parle le film derrière, sinon, a priori, ça ne va pas buzzer, quoi. Voilà, ou pour les uns et les autres qui sont plus présents, la matinale de France Inter. Oui, voilà, typiquement, mais une matinale radio, un podcast, en fait, il y a plein de petits soubresauts qui vont suivre la vie vraiment du film. Je fais une OP avec un média, même que ça soit un média extrêmement ciblé, je dois quand même avoir une petite soubresaut parce que ce média a parlé de mon film, ils ont peut-être fait une campagne d'amplification de leur côté, et donc en fait, on va vraiment pouvoir voir la vie de ton film et des objectifs, et surtout réajuster tes objectifs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme on va le voir plus tard, ça permet effectivement de réajuster sa campagne.
Alors, Adrien et Charlotte, vous allez nous raconter comment vous avez travaillé sur un petit truc en plus et puis l'histoire de Souleymane. Alors, jusqu'à présent, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Tout est super clair ou personne n'a rien compris? Quand il n'y a pas de questions, c'est soit l'un soit l'autre. Non, bon, on continue. Donc, en effet, on a réalisé la campagne digitale d'un petit truc en plus pour la panne. Donc on s'est posé les questions avec eux du positionnement du film, tout ce qu'on a dit là avec Sylvain, avec Christophe, etc. Quelles audiences il fallait activer donc, et quels canaux pour toucher notre cible et atteindre les objectifs. Donc on est allé chercher la data d'abord disponible dans les réseaux eux-mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction. On est allé cibler des intérêts autour du cinéma français, autour de la comédie. C'est la première audience, le premier grand groupe d'audience qu'on a mis en place. On a ensuite mis un deuxième groupe d'audience un peu plus secondaire autour de la thématique principale du film liée au handicap. Là aussi, c'est des audiences qu'on est allé chercher au sein des réseaux eux-mêmes. Et ensuite, on a activé 2 types d'audiences Lucky Time. La partie audience personnalisée basée sur nos communautés cinéphiles dont on parlait tout à l'heure. Et la deuxième, le retargeting, le reciblage d'audiences qui se sont montrées enthousiastes sur des films apparentés. Et donc, un peu de suspense, on verra tout à l'heure lesquels ont le mieux marché. Alors, le reciblage, vous voyez le concept ? C'est-à-dire qu'une personne qui aurait cliqué sur une bande-annonce au bout de... Enfin, là, c'est du reciblage beaucoup plus poussé et beaucoup plus précis, beaucoup plus captif, des audiences beaucoup plus captives. On va prendre toutes les vidéos qu'on fait sur des campagnes de films apparentés, donc de la comédie française grand public. On va prendre les gens qui ont vu au moins 75% de la bande-annonce et de toutes les vidéos qui ont été sponsorisées sur ces différents films. D'accord. Et donc après... Et donc ça, c'est la data qui est disponible, déjà disponible via Lucky Time. Et ensuite, on est allé créer de la data en plus. Charlotte va vous expliquer. Juste un petit mot sur les différents réseaux activés sur ce film-là, avec une ambition très large et un public très large, province, populaire, occasionnel. On a activé Facebook, Instagram, voilà, les 2 réseaux prioritaires. On a fait beaucoup de campagnes sur YouTube. Mais on est allé aussi cibler des réseaux plus jeunes et qui marchent très bien sur de la comédie, comme Snapchat, comme TikTok. On verra là aussi lesquels ont mieux marché tout à l'heure. Et on a fait une campagne programmatique assez correcte aussi en termes de budget. Le gros du budget, quand même, a été mis sur Facebook. Par la cible plutôt senior qu'on imaginait. D'accord. Programmatique, c'est de l'achat d'espace sur des sites internet. Avec, à partir aussi de cibles que, comme j'expliquais tout à l'heure, des spectateurs, on va les appeler déjà spectateurs, mais ils ne le sont pas encore à ce stade, des spectateurs auront laissé un parcours sur soit des sites internet de salles de cinéma, soit de distributeurs, et vont pouvoir être identifiés et donc ciblés sur les sites internet sur lesquels vous faites de l'achat d'espace. Alors je précise aussi quelque chose à ce stade, quand vous dites l'audience dont on disposait déjà. Alors nous, ce qu'on propose quand même Oscar, quand on vous propose de poser des pixels sur vos sites internet, vous êtes propriétaire de cette donnée et vous permettez à des agences de l'utiliser. Mais je voudrais préciser que quand vous mettez des pixels, en fait, ce n'est pas les agences qui deviennent propriétaires des pixels qu'auraient laissé vos spectateurs, enfin des traces qu'auraient laissé vos spectateurs en visitant votre site. Donc on met ces données, disons, soit sur un réceptacle qui est le réceptacle
du SCAR, et vous pouvez vous retirer à tout moment, soit sur votre propre réceptacle associé à votre site internet. En fait, on lie votre site internet au réceptacle du SCAR ou à votre propre réceptacle qu'on appelle le Google Tag Manager. Mais voilà, vous restez quand même propriétaire de ces données et vous les donnez pas comme ça à une agence qui en fera ce qu'elle veut. Voilà, on est un peu garant de tous ces processus, en plus par des contrats très, très précis. Et c'est aussi la philosophie sur le partage de données entre distributeurs. Voilà. C'est bien aussi le distributeur qui est propriétaire de la donnée. C'est juste qu'il faut, de la même manière que pour les cinémas, il faut un tiers de confiance. En fait, c'est partagé, mais le spectateur, il vient pas parce que c'est tel distributeur, mais parce que le film l'intéresse, soit parce qu'il y a une thématique. Et donc, c'est effectivement la réflexion qu'on a quand on démarre... quand on se pose sur le film et qu'on se demande comment on va le travailler, donc quel public ça va intéresser, pourquoi ils vont venir, est-ce qu'ils viennent parce qu'il y a un casting, parce qu'il y a une thématique, etc. Et donc il y a où je vais aller les chercher, sur quel canal, avec quel type de contenu, comment je vais donc les faire un effet de, enfin, ça m'intéresse, et puis après comment je vais, parce que vous le savez, on a tous les jours, on a des milliards de contenus qui nous sont proposés, et donc il faut non seulement éveiller leur attention, mais les tenir jusqu'à la sortie, les engager et qu'ils viennent bien en salle entre le mercredi à partir du premier mercredi de la sortie. Et je vais revenir sur les audiences de cinéma, puisqu'on les a utilisées sur Souleymane. Oui. Et donc, pour finir sur un petit truc en plus, donc il y avait les audiences disponibles à date, mais il y a aussi, et pour la petite histoire, on en a parlé aux Arcs l'année dernière avec la panne, il y a Artus, et il y a comment on mobilise ce public d'Artus avec tout un tas de réflexions. Est-ce qu'on va sur les sites de prévente, puisqu'il a une tournée de spectacle qui a démarré en février, donc la sortie c'était le 1er mai, mais c'était en février. Comment on fait pour les faire venir, et la mécanique qui a été mise en place, ça a été une mécanique donc il y a un site séance qui a été mis en place, et il y a un QR code vers ce site qui a été partagé sur les spectacles d'Artus. Alors au début il était juste partagé pendant le spectacle, après on mettait un kakémono avec des pics de fréquentation, en plus une localisation et donc un volume qu'on a pu aussi communiquer aux exploitants sur chacune des zones, qui était assez rassurante, et donc qui a permis d'engager ce public-là aussi, puisque quand un effet boule de neige, c'est aussi la mobilisation de divers publics au-delà par profils sociaux-démo, mais aussi par intérêt. C'est pas parce que j'ai entre 15 et 25 ans que forcément je m'intéresse à telle et telle chose. En fait, on est aussi divers, on ne se résume pas à un genre ou à un âge. Et pour passer ensuite à un film complètement différent, Souleymane, et pour s'arracher aussi au déterminisme des films, Souleymane, on a tous eu je dis nous, parce que c'est aussi les exploitants, à Cannes, on a un immense coup de cœur sur ce film qu'on a envie de défendre, et qui n'est pas un film très évident. Je parle par exemple des premiers posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux, où on s'est pris des monceaux orduriers absolument épouvantables, que vous imaginez, avec des films, avec de l'argent public sur les migrants, etc. On a un film qui est plutôt... si on le travaille classiquement, art et essai senior, militant, mais sur lequel on a une volonté d'aller chercher des jeunes cinéphiles engagés. On a une volonté, on a échangé, je ne sais pas où est David, mais avec l'AFCA l'été, parce que les salles avaient aussi ce coup de cœur et avaient envie de défendre le film. Donc il y a eu une capsule qui a été réalisée à destination des salles pour qu'ils puissent aussi tous la transmettre. Et on a aussi fait les premiers tests, donc avec les audiences des différents cinémas SCAR qu'on avait réussi à mettre en place, parce que pendant l'été, on s'est aussi amusé, n'est-ce pas Béatrice, pour pouvoir les mobiliser. Et donc il y a ces audiences qu'on crée autour des cinémas et qui sont disponibles. On a évidemment de l'audience classique cinéma indépendant. On a une audience thématique autour de l'actualité politique, humanisme, etc. Donc évidemment nos communautés. Et sur ce film, on a aussi activé, je vais y arriver, à une communauté qu'on anime avec Jour de Fête, qui est les films qui font débat. Donc, comme son nom l'indique, pour débattre autour des films, mais aussi d'autres
communautés, des films apparentés. Et il y a eu donc cette volonté de se mobiliser tout au long de la campagne autour des jeunes cinéphiles. Donc on a été les chercher aussi avec un travail un peu de fourmi qu'on appelle hors médias, c'est-à-dire qu'on a été chercher les groupes sociaux qui sont autour de thématiques humanistes. Il y a l'ubérisation du monde, il y a des thématiques plus et donc il a fallu on fait un travail d'inventaire des groupes qui existent, on va s'inscrire dans ces groupes, on leur partage en leur disant qu'il y a un film qui peut les intéresser. On a été investir TikTok, qui n'était pas un réseau forcément évident sur ce film. Et puis il y a eu un travail qui a été fait parce que on a une bande-annonce qui est super, mais il y a plein de petites sous-thématiques à l'intérieur. Il y a l'histoire, il y a son histoire avec sa fiancée qui est restée là-bas. Il y a toutes ces relations, alors j'appelle relations, mais pour le meilleur et pour le pire, avec, vous avez vu le film, les gens qui commandent, les restaurateurs. Donc on a découpé comme ça des petits teasers qu'on a testés pour voir ceux qui fonctionnaient le mieux. Donc sur les 6, il y en a 4 qui fonctionnaient bien et sur lesquels on a observé pour chacun un profil dominant. Donc il y en avait qui plaisaient plus aux 15-25 ans, d'autres plus. Et après, ils ont été transmis aux partenaires. Donc soit on c'est tel partenariat, tel média qui est déjà sur du jeune, donc on va lui envoyer le teaser jeune. Et puis après, il y a, je ne sais pas où est Sens Critique, par exemple, il y a eu les 4 parce qu'ils ont plusieurs bassins d'audience et ils ont pu s'en servir. Et donc voilà, et on a lancé la campagne et œuvré sur la campagne comme ça. Bravo. Avec succès. Donc, après, on arrive à un stade de la vie du film où, effectivement, on essaie de voir si tout ce qu'on a imaginé, tous les objectifs sont atteints ou comment réorienter, du coup, la campagne. Alors, on s'appuie sur... Alors, moi, comme je vous le disais, nous, on s'appuie effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux des cinémas pour créer de la notoriété autour des films, soit pour laisser les salles faire cette notoriété eux-mêmes, mais les distributeurs ont la possibilité d'accélérer cette notoriété. Donc là, sur les 3 exemples qu'on a vus, sur un petit truc en plus, ce qui a été évident, c'est que déjà, alors au total, sur les cinémas avec qui on travaille, les posts qu'ont fait les cinémas sur ce film-là ont réalisé près de 14 millions d'impressions, donc 14 millions de personnes qui ont été voir ces contenus, ce qui est absolument gigantesque. Enfin, de nous, depuis qu'on travaille là-dessus, c'est d'assez loin le film qui a généré le plus d'impressions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même avant la sortie, il y avait déjà ce phénomène-là, puisque avant la date de sortie, il y avait déjà 3,6 millions d'impressions, donc de spectateurs, d'abonnés aux réseaux sociaux des salles de cinéma, mais même au-delà, qui avaient vu ces contenus sur les réseaux des salles. Et l'intérêt de là, c'est de l'organique, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité, là c'est juste les salles qui publient des contenus, des capsules, des éléments de promotionnels autour du film en amont. Et après, on laisse les algorithmes et la viralité se faire. L'avantage, c'est que les communautés qui sont abonnées aux salles de cinéma, c'est des communautés très engagées, donc qui réagissent, qui taguent leurs voisins, leurs amis, leurs conjoints pour dire tiens, il y a ça qui sort, on pourra aller le voir, et qui sont déjà sur le réseau de la salle. Donc ça crée directement potentiellement un acte d'achat, puisque dans tous les contenus qu'on publie, qui sont publiés par notre outil sur les réseaux sociaux des salles, on intègre un lien d'achat qui permet au spectateur tout de suite d'aller acheter son billet. Donc on voit que un petit truc en plus, c'est un cas effectivement à part, mais on a pu noter, le distributeur a pu noter déjà, alors évidemment avec plein d'autres indicateurs, mais que, y compris auprès des salles de cinéma et des spectateurs directement, qui avaient un engagement très fort. Alors sur l'amour ouf, là le distributeur Studio Canal avait choisi de pousser cette notoriété sur le réseau des salles. Donc c'est les barres vertes, puisque là en fait toutes les barres c'est les volumes d'impression qu'on a semaine après semaine. Vous distinguez peut-être date de sortie, c'est pas très visible, mais pour vous situer à peu près où on est, mais vous le distinguez peut-être pas. Sur l'amour ouf, ce qui est intéressant, c'est que le distributeur il a choisi avant la date de sortie, donc généralement avant que les cinémas commencent à communiquer massivement autour des films. Parce que souvent les salles elles communiquent au moment où le film est programmé chez eux, ce qui est logique, ils mettent en avant leur programmation. Mais nous, on propose aux distributeurs de pousser cette notoriété en amont, c'est-à-dire quand vraiment le distributeur a besoin de créer la connaissance du film,
Et donc là, on voit que ça a été extrêmement complémentaire, puisque les postes des distributeurs sont vraiment arrivés avant la sortie, quand les salles communiquaient peu, et les salles, après, ont pris le relais. Et donc on voit qu'il y a quand même là aussi un volume d'impression qui est important, même si ça paraît petit par rapport à un petit truc en plus, mais qui est très important, et avec un volume d'impression avant sortie, donc qui est poussé par le distributeur, qui est assez important. Alors sur l'histoire de Suleiman, on est à des chiffres beaucoup plus faibles. Même si c'est sur un nombre de cinéma qui n'est pas négligeable. Alors c'est sûr que c'est un film qui a fait moins d'entrées, donc qui manifeste un peu moins d'intérêt, sur des salles qui ont des communautés plus petites, plus réduites. Et c'est vrai aussi que pour l'instant, sur les cinémas avec qui on travaille, on a un peu moins de cinémas sur ces campagnes-là, qui sont des cinémas RSM. Et justement, j'engage vraiment les cinémas, ce type de cinéma à discuter avec nous, puisqu'on voit qu'il y a vraiment un impact important quand les distributeurs ont la possibilité de mettre en avant les films en amont et de parler aux spectateurs directement à travers les réseaux sociaux des salles. Et donc ça, c'est des indicateurs auxquels les distributeurs ont accès et qui leur permettent aussi d'avoir des indications sur comment réagit le public par zone, et donc de distinguer éventuellement là où le film a une capacité de fonctionner. D'accord, donc ensuite... Qu'est-ce qu'on observe aussi plus finement, Sylvain? Alors, oui, de façon assez objective, nous, on a une étude qui part chaque semaine et qui demande aux spectateurs, donc un échantillon représentatif des spectateurs, s'ils ont entendu parler d'un certain nombre de films. Et donc ça peut être 5 semaines avant la sortie, 10 semaines avant la sortie, et puis ensuite on fait S-4, S-3, S-2, S-1. C'est une semaine avant la sortie, puis S0, c'est la semaine de la sortie. Là, on a donc étudié la notoriété donc pour Studio Canal du film avant sa sortie. On voit que, donc là, on est sur la cible 15-24 ans. On voit que la notoriété est moyenne, pareil, hein, un petit peu comme tout à l'heure, très en amont. On sait qu'il y a eu un peu de notoriété qui a été créée à Cannes, mais pas forcément auprès de cette cible. Donc il y avait un déficit de notoriété. Et qui a poussé le distributeur à investir cette cible qu'il avait vraiment qu'il avait décidé d'attaquer, entre guillemets. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la notoriété, petit à petit, grâce à toutes les opérations de communication, a démarré, a commencé à s'envoler, notamment assez proche de la sortie. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est que le développement de la notoriété d'un film se fait de plus en plus proche de la sortie, voire juste après la sortie, parce qu'il faut bien avoir en organique, comme vous le dites, des choses à montrer, des réactions, des avis à donner. Forcément, on peut les donner que quand on a vu le film. Et là, ce qui est incroyable sur le film, c'est qu'en une semaine, le taux de notoriété du film a été multiplié par 2 sur la cible. Donc, à la fois, sans doute, une notoriété liée aux échanges organiques sur les réseaux sociaux, mais également à toute la promotion que le distributeur a fait au travers de la promotion réalisée sur les réseaux sociaux notamment. Juste une chose, là on parle beaucoup je réagis aussi un peu à ce que tu disais, Christophe, et c'est exactement ça, c'est qu'on voit de plus en plus que la promotion sur les réseaux sociaux, c'est un atout absolument incroyable pour toucher une cible sur un film en particulier, sur des films qui n'étaient pas forcément adaptés au départ, ou en tout cas où les jeunes n'étaient pas forcément ciblés. Aujourd'hui, ça permet de communiquer sur des films un peu plus difficiles. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais au-delà de la campagne digitale, il ne faut jamais oublier le mix ouais. Média, parce que les informations qu'on a sur les réseaux sociaux, elles ont souvent besoin d'être confirmées par une communication sur d'autres supports, bien sûr que ça peut être la télé, ça peut être l'affichage, qui rendent, ou même en salle de cinéma, qui rendent le côté événementiel au film. Donc voilà, le mix des deux est vraiment intéressant. Juste une mini précision sur l'explosion de la notoriété x2 juste avant la sortie, c'est lié à l'énorme campagne qu'a fait Studio Canal sur les avant-premières. Complètement. Ouais. Ouais. Et tout média confondu et beaucoup via le digital.
Alors, l'effet boule de neige, c'est aussi, comme on vous le disait, se baser sur le succès de certains films et capitaliser pour amplifier la communication et l'intérêt des spectateurs pour un film. Donc, alors, ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu, c'était effectivement que les distributeurs se basent au moment de faire leur campagne et d'adopter leur stratégie sur d'autres films. Donc là, sur L'amour ouf, sur Canal donc avait remarqué que 40,4% des spectateurs de L'amour ouf avaient vu au préalable Le Comte de Monte-Cristo. Exactement. En fait, c'est quand on interroge les personnes qui sont allées voir L'amour ouf, on leur demande, parmi une liste de films, s'ils avaient également vu ces autres films au cinéma. Et donc, il y en a 40%, plus de 40%. Ça fait quasiment... oui, c'est à peu près 2 millions d'individus qui avaient vu Le Comte de Monte-Cristo. Donc c'est absolument énorme. Et ça, c'est en temps réel. On fournit cette information aux distributeurs qui tout de suite voient qu'il y a une espèce de duplication, ce qu'on appelle en statistique, c'est un mot un peu barbare, une duplication extrêmement importante entre Le Comte de Monte-Cristo et L'amour ouf. Donc voilà, à partir de cette information, que faire ? C'est aller communiquer auprès des personnes qui n'ont pas vu Le Comte de Monte-Cristo, ou au contraire, est-ce que c'est pousser une communication encore plus forte auprès des spectateurs qui ont vu Le Comte de Monte-Cristo ? Qui ont vu le Comte de Monte-Cristo et n'ont pas vu encore L'amour ouf. Parce que et n'ont pas encore vu L'amour ouf. Tout à fait. Donc c'est Christophe, non. Qui veut prendre la parole sur... Très rapidement, non, juste les 3 étapes de campagne, la notoriété, la phase d'engagement et la conversion vers les séances. Je pense que Charlotte, tu voulais dire un mot sur la dernière. En fait, on avait fait donc comment on démarre la campagne, mais après il y a comment on la suit et comment on essaye de générer cet effet boule de neige. Et donc, ça va être de suivre au fur et à mesure les indicateurs. Donc, il y a les premières révélations, affiches et bandes annonces sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, première story Artus sur un petit truc en plus, 2,4 millions de vues. Qui était, on avait des chiffres colossaux, et au fur et à mesure, on va voir et observer comment se comportent les contenus sur les différents canaux. Je vous ai dit pour l'histoire de Souleymane, donc on avait cette volonté d'aller vers les jeunes, mais c'est aussi parce que ça a pris. Si en fait on s'était aperçu, et puis parfois on a un démarrage très fort sur un public ou sur tous les publics, et puis on assiste à un effondrement jusqu'à la. Donc ce que je disais, c'est on observe, on relance, on continue, on accompagne, on engage et on nourrit. Et on fait un point. Donc il y a le site, qui n'est pas juste pour la joie de faire un joli site, en fait, qui est là pour faire le lien avec la salle. C'est le seul moyen de faire le lien avec la salle, puisque c'est là qu'on va avoir tous les cinémas, toutes les billetteries. Et c'est on fait un point avant sortie pour regarder aussi et réadapter le cas échéant. Là, on n'a pas parlé, par exemple, de Miséricorde. C'est un exemple que je cite souvent, mais Miséricorde, on se rend compte 10 jours avant la sortie que le travail est complètement fait sur Paris, le film est identifié, le public est mobilisé. C'est pas le cas en province. C'est vraiment à la traîne en province. Même la presse est à la traîne. Et donc, sur la base, donc c'est pas juste les éléments du site. En fait, c'est l'effet boule de neige. C'est qu'un film, pour qu'il fonctionne, c'est aussi que tous les intervenants qui sont autour du film puissent travailler de concert et réfléchir les indicateurs. Donc, il y a évidemment la salle et le distributeur, mais là, il y avait la presse. On était avec l'ensemble des gens qui intervenaient. On avait donc tous ces indicateurs qui n'étaient pas bons sur la province. Donc, on a stoppé toute la campagne Paris 10 jours avant la sortie. On l'a évidemment reprise à partir du mercredi de sortie, mais on a tout concentré sur la province pour aider la province à décoller, et ça a fonctionné. Et on regarde, ça c'est la slide d'après, je la fais hyper vite, donc ce qu'on appelle le taux d'engagement du public, parce qu'on a des gens qui cliquent et qui viennent voir. Et puis parfois ils viennent juste voir pour, par exemple, le public âgé qui est venu sur le consentement sur le site, il est resté 1 seconde parce qu'il avait juste une curiosité malsaine et ça ne l'intéressait pas, alors que les jeunes lançaient la bande-annonce. Et donc le taux d'engagement, c'est un mix entre, est-ce que quand j'arrive sur le site, d'abord c'est pas une erreur, c'est pas j'ai vu un peu de lumière et puis je suis ressortie, c'est est-ce que j'interagis avec ce site, est-ce que j'y reste un certain temps, et on le compare avec la moyenne de ce qu'on observe sur d'autres films. Et la moyenne qu'on a, elle est de 13%, donc ça veut dire que c'est 13 visiteurs sur 100
qui interagissent avec le site et qui restent. Voilà, donc on estime qu'ils sont engagés. Sur un petit truc en plus, donc 10 jours avant la sortie, on est à 58%. Donc c'est le record absolu. Oui, c'était colossal. L'Amour ouf, on a 53%. Et Suleiman, on sait qu'il va falloir pousser un peu plus. Après, on a un film avec un peu moins d'entrée, prometteur. Et le taux d'engagement, on l'a un peu repoussé pour nourrir un peu plus et pour le faire un peu progresser. Alors, quand tu parles de mini-site, juste pour préciser, je ne sais pas si tout le monde est au courant, Adrien l'a dit rapidement en introduction, c'est que vous proposez aux distributeurs de développer un site internet sur un film en particulier pour accompagner la sortie d'un film. Et vous proposez donc évidemment tous les éléments sur le film, des interviews, etc. Mais aussi vous proposez toutes les séances du film à un instant T sur ce mini-site où les internautes vont pouvoir ensuite... En fait, l'internaute, il va être géolocalisé, donc il va avoir toutes les séances qu'il y a autour de lui. Et le site, il est c'est complètement différent de Allociné, qui est effectivement en référencement naturel. Enfin, on arrive naturellement dessus. Là, en fait, c'est le point d'atterrissage de l'ensemble des opérations, de voir effectivement si ça se passe bien. Comme tu le disais, Christophe, après une émission, on a souvent des pics sur l'Amour ouf, on en a eu notamment. Et on peut faire même un lien avec la salle. Il y a des dispositifs qui ont été faits, par exemple, sur un jeune chaman, où on avait des affiches dans la salle de cinéma qui renvoyaient vers le site, où il y avait un jeu concours si tu achetais ta place de cinéma. Enfin voilà, il y a des mécaniques qui peuvent être faites, et c'est vraiment parce que en fait, d'avoir des performances sur les réseaux sociaux, c'est une chose. On a des gens qui regardent des vidéos, et on avait en fait, avant de le monter, on voyait qu'il y avait des films sur lesquels on avait énormément de vues avant la sortie, et il n'y avait pas du tout de succès en salle, parce qu'en fait, il y a des gens qui regardent de la vidéo mais qui ne sont pas des spectateurs, et donc il fallait qu'on arrive à faire ce lien, et c'est aussi ce qu'on est en train c'est la démarche qu'on a avec le SCAR de pixelisation, c'est le lien entre la salle et le film, il est nécessaire, indispensable, enfin j'ai pas tous les adjectifs, mais voilà. Indispensable, ça sera déjà pas mal. Alors... Tu veux que j'enchaîne ? Oui, ouais. Merci. Dans l'idée d'observer, adapter comment tu vas capitaliser sur la donnée, nous, la plupart des distributeurs aujourd'hui vont utiliser un outil chez nous qui vont leur permettre de comprendre deux choses. La première chose, c'est tous les gens qui vont voir l'Amour ouf sur Allociné, quels sont les autres films qu'ils vont voir naturellement sur Allociné. Donc là, en l'occurrence, le top 5, c'est Aznavour, Monte Cristo, etc. Et donc ça permet de dégager des premiers insights sur le film. Il se dit, a priori, mon audience, elle est appétente avec ces autres films. Et donc, il va pouvoir se dire, ce qui peut m'intéresser, c'est d'aller toucher les audiences des gens qui comptaient aller voir ces autres films pour les ramener vers chez moi. Donc, une logique de guérilla marketing, comme on appelle ça, se dire qu'on va les récupérer de l'audience de nos petits amis. On va aussi pouvoir faire une autre chose là-dessus. Ouais. Alors, comment tu sais qu'un spectateur est allé voir Parce que, du coup, les 5 autres films ? Ouais, du coup, alors tout ça est un tout petit peu technique, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un média peut suivre le trafic et le comportement des internautes sur son site internet. Et donc, nous, on va pouvoir savoir que quelqu'un qui allait sur l'Amour ouf, demain, il est allé voir Monte Cristo, ou dans son même parcours, il a fait d'autres actions. Et ce qui va être aussi intéressant. Juste pour être précis, quand tu dis aller voir, c'est aller voir sur Allociné, c'est pas aller voir le film en salle. Parce que c'est vrai que quand on dit juste aller voir l'Amour ouf, on peut avoir l'impression que la personne a été voir le film. En fait, là, vous mesurez les fiches films. Les gens qui vont voir les fiches films ou les bandes annonces. Ouais, tu peux en gros mesurer les fiches films, tu peux mesurer les gens qui sont allés voir les séances de certains films, enfin tu peux imaginer toutes les choses, mais c'est sur une logique de médias. Mais après, nous, ce qu'on va aussi beaucoup analyser, c'est lorsque les gens arrivent sur la fiche film de l'Amour ouf, qu'est-ce qu'ils font en deuxième action ? Est-ce que leur deuxième action, c'est d'aller voir les séances ? Est-ce que leur deuxième action, c'est d'aller voir le casting ? Si le film est sorti, est-ce que c'est d'aller voir les anecdotes de tournage, les notes presse, les notes spectateurs ? Et donc ça te permet aussi de voir l'attractivité de ton film par rapport au public qui arrive dessus, et de mettre en place des actions pour, je sais pas, imaginons mon film, ce qui n'est pas le cas sur l'Amour ouf parce qu'il y avait des très bons taux de rétention, mais 80% des gens qui arrivent sur l'Amour ouf, imaginons qu'ils vont voir
un autre film en deuxième action. Donc leur deuxième action est directement d'aller voir un autre film. Bah là, il y a un problème, et donc on se dit, il faut qu'on fasse du média sur Allociné, il faut qu'on communique, il faut qu'eux communiquent de manière différente. Et ensuite, il y a des moyens aujourd'hui. C'est-à-dire achète des bannières. Achète des bannières sur Allociné, sur Sens Critique, sur tous les médias qui veulent le cinéma, en disant, j'ai l'impression que l'audience cinéma rejette mon film. Ce qui n'était pas du tout le cas sur L'Amour ouf. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est la manière dont aujourd'hui tu peux travailler l'écho de ton film, et notamment avec la note Allociné. L'Amour ouf, c'est un assez bon exemple, parce qu'ils ont fait beaucoup de QR codes pour inviter à noter sur Allociné. Et ce qui fait que le mercredi, premier jour de sortie, il y avait énormément de notes qui étaient toujours très positives. Lorsqu'on voit le film en avant-première, la tendance naturelle est plutôt de mettre des notes positives, parce que tu as vu le film, c'est souvent des tournées d'avant-première. Je vois Simon sur Frères, c'est ce que vous aviez fait aussi beaucoup, avec beaucoup des séances débat, ce qui sont des super choses, parce que ça met en valeur le travail de la salle qui vraiment défend le film. Et derrière, les gens qui viennent mettre des notes sur Allociné, à part si vraiment tu es un peu un connard, en règle générale, sur une avant-première, voilà, tu mets des notes positives. Mais ça permet du coup à changer la perception qu'on a sur un film. L'Amour ouf, post-Projo à Cannes, les retours ils sont pas très positifs. Je sais pas si vous vous rappelez, L'Amour ouf, ça se fait un peu défoncer à Cannes, les gens sont pas hyper fans du film. Il sort quelques mois après, il démarre premier jour 4,5 en notes spectateurs, 10 000 notes à Allociné. Le bouche-à-oreille est complètement différent. Ça devient un film phénomène, le bouche-à-oreille est positif, les gens aiment, et donc ça, les QR codes et ces manières dont on va pouvoir intégrer les salles dans la vie du film en amont de sa sortie, c'est vraiment un élément qui est hyper important aujourd'hui là-dessus. Et après, on va vous montrer exactement ce que nous on a fait en termes de data sur L'Amour ouf. Il y a plein de choses qui ont été faites sur ce film, notamment avec Marie, ou parce que je pense qu'ils avaient fait l'étude avec Vertigo. Studio Canal voulait absolument se positionner sur des audiences extrêmement jeunes. Donc on les a permis par exemple de se positionner sur l'avant-première d'un documentaire qui s'appelait Kaizen, qui était fait par Inox, un créateur de contenu Webedia, et donc qui était très affinitaire avec leur audience. Et nous, typiquement, sur un film comme ça, on va travailler en inclusion, en exclusion par rapport à la donnée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'eux, ils vont se dire, moi, j'aimerais... j'ai analysé le film, je me rends compte que le public qui va aller voir ce film est plutôt jeune et plutôt intéressé par les blockbusters français récents, type Monte Cristo, etc. Donc on va inclure tous les gens dans notre campagne qui ont vu un de ces films sur Allociné, donc qui ont vu une séance, qui ont consulté les pages séances de ces films sur Allociné, et on va exclure ceux qui ont consulté déjà les séances L'Amour ouf, parce qu'après ils sont déjà allés au cinéma. Et donc à partir de là, j'ai un segment d'audience qui est affinitaire, de gens qui sont intéressés par des films proches de L'Amour ouf selon la définition du distributeur Studio Canal. J'exclus ceux qui ont déjà vu le film, et derrière, la data, en fait, l'intérêt c'est de créer le segment, mais c'est aussi de déterminer où est-ce qu'on diffuse, puisque on peut se décider de diffuser de partout, mais là en l'occurrence c'était pas du tout le cas. Le distributeur se dit moi mon film, voilà, j'ai fait des études, je sais qu'il est très 15-24, et donc on a un cadre de diffusion qui est affinitaire au 15-24, et donc on va aller sur des médias références pour cette audience 15-24, qui sont pas du tout forcément obligatoirement des médias Webedia, c'est du Combini, c'est du 20 minutes, des sites qui sont très fréquentés par cette audience-là, et tu crées ta stratégie sur une logique de source et de constitution de la donnée. D'accord, est-ce que c'est clair, hein ? Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors, Thierry, explique-nous le chemin. Non, mais en plus, c'est vraiment complémentaire avec ce qu'on dit, c'est que tout à l'heure, je vous expliquais comment on récoltait la donnée d'achat des spectateurs auprès des billetteries des salles, et donc là, c'est vraiment la suite, comment après elle peut être exploitée par le distributeur. Donc ça peut être de plusieurs manières, soit c'est vraiment en amont de la sortie, où le distributeur va avoir des comparables ou des typologies de films en disant moi je veux aller cibler les spectateurs, donc là vraiment qui ont acheté, été voir ce film-là, ou cette liste de films-là, ou cette typologie de films-là. Et donc la manière dont on les recible, c'est que donc on fait ce qu'on appelle une segmentation, donc c'est qu'on va appliquer des critères pour filtrer tous les contacts qu'on a dans notre base de données, et on va les faire matcher avec les plateformes par exemple de réseaux sociaux. Donc c'est très simple, c'est l'adresse mail avec laquelle vous avez acheté votre billet de cinéma. On va la retrouver avec l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou autre. Donc c'est avec cet identifiant-là qu'on va permettre après au distributeur d'investir un budget publicitaire qui va cibler uniquement les personnes qu'on aura segmentées dans notre base au départ. Donc c'est des budgets que de toute façon le distributeur lui va engager pour faire ses publicités, mais on va lui permettre de l'engager sur des cibles vraiment précises à partir de segments, donc de critères d'achat, ou en tout cas de films qui ont été vus auparavant. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend à partir de L'Amour ouf. Donc là, actuellement, dans notre base, on a 120 000 contacts qui sont des spectateurs qui ont été voir L'Amour ouf, qui ont vraiment été voir le film. Et donc, on peut permettre
Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais on aurait pu permettre à Warner, quand ils ont sorti Leurs enfants après eux, qui est un film qui est vraiment très similaire, on va dire, en termes de thématiques, de typologie, d'aller toucher ces 120 000 personnes sur les réseaux sociaux en allant leur afficher une publicité et donc leur indiquer la présence et l'existence de ce film-là. Donc ça c'est des campagnes qu'on peut faire pré-sortie pour le distributeur en lui proposant d'aller cibler des spectateurs en fonction de ce qu'ils ont été vus auparavant. Mais on peut évidemment tout à fait, et donc ça rejoint ce que disait Sylvain ou Christophe, là aussi être en réactif, puisque c'est des données qu'on remonte des salles quotidiennement. Donc on peut proposer tout à fait aux distributeurs, par exemple sur L'Amour ouf, dès le premier week-end de sortie, où ils distinguent, grâce aux études par exemple de Sylvain, qu'il y a une très forte complémentarité entre les spectateurs du Comte de Monte Cristo ou de L'Amour ouf. Très simplement, de faire là aussi cette inclusion-exclusion, c'est-à-dire d'aller cibler les spectateurs du Comte de Monte Cristo qui n'ont pas été voir L'Amour ouf, c'est très très simple à segmenter dans notre base, et de les soumettre à une publicité pour leur permettre voilà, là aussi de les stimuler pour qu'ils aillent voir ce film, et donc d'avoir là, même au-delà de leur intérêt pour le film, vraiment de se baser sur vraiment l'acte d'achat et les films qu'ils ont été voir ou pas encore voir. Alors l'idée de ciblage, évidemment, ça peut faire peur, se dire que voilà, les spectateurs sont traqués, etc. Mais au contraire, c'est aussi pour éviter d'aller arroser tout un tas de personnes qui ne seraient pas forcément, enfin qui ne seront jamais intéressés par ce film. C'est ça. Et éviter justement un matraquage peut-être un peu trop important sur des personnes qui ne sont pas intéressées. Et c'est vrai que là, on a parlé un petit truc en plus de L'Amour ouf, donc qui sont des films quand même, des gros films avec des gros budgets marketing, mais ce type d'opération, il est extrêmement important et intéressant pour des films beaucoup plus pointus, puisque, comme tu dis, le matraquage, ça demande des budgets publicitaires très très importants, et le fait de pouvoir se baser sur des données précises, notamment des données de cinéphilie, on va dire, ça permet à des distributeurs indépendants d'aller cibler vraiment des niches en allant chercher vraiment des films précis qui correspondent et avec des campagnes qui correspondent au budget qu'ils sont prêts à engager sans avoir besoin de toucher un volume de personnes très très important, alors que dedans, il y en a une proportion assez faible qui sera intéressée. Donc c'est là aussi où je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, pour nous c'est très important que les exploitants indépendants aussi travaillent avec nous, puisque aujourd'hui sur des outils par exemple de data spectateurs, c'est surtout des gros circuits qui sont capables de proposer des offres souvent à des gros distributeurs pour des campagnes vraiment assez massives, et donc pour nous c'est vraiment assez important là, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on travaille avec le SCAR là-dessus, que des cinémas indépendants à réessai puissent aussi avoir la capacité de permettre aux distributeurs indépendants d'utiliser la donnée de leurs spectateurs de façon évidemment non intrusive et avec leur consentement, mais pour justement que sur ces films-là, on puisse avoir des outils qui permettent aux distributeurs d'aller cibler le bon public et de définir leur budget marketing avec les moyens qu'ils ont pour toucher la bonne cible, et donc d'avoir vraiment les outils qui permettent un peu de faire un peu de la dentelle en allant chercher. Alors c'est pas le seul outil, mais qu'en tout cas tout en n'enfermant pas non plus les spectateurs dans un chemin qui serait t'as vu tel film donc tu vas aimer tel film, parce qu'on veut évidemment privilégier la diversité, la curiosité, et c'est aussi voilà, comme l'a montré tout à l'heure Charlotte sur l'histoire de Souleymane, aller voir un public qui au naturel serait peut-être pas aller voir l'histoire de Souleymane, mais quand même aller chercher le public jeune. Juste une question. Je comprends le ciblage que vous faites sur tous les critères que vous avez évoqués. J'ai pas compris la régionalisation, c'est-à-dire. Merci, parce que c'est passionnant les données que vous traitez. J'ai juste pas compris la géolocalisation, c'est-à-dire est-ce que vous savez localiser vos spectateurs pour Hérouville-Saint-Clair, pour Antibes ou pour le Luxor? Alors là, sur ce type de campagne, c'est pas forcément géolocalisé, c'est-à-dire que nous, on va chercher les spectateurs d'où qu'ils soient. Nationalement, on propose aux distributeurs d'aller cibler tous les spectateurs en fonction de s'ils ont été le voir ou quel que soit le cinéma où il a été. Après, derrière, effectivement, on peut renvoyer sur des sites comme le mini-site de Lucky Time pour que là, le spectateur retrouve son cinéma, quoi. Après, nous, on va géolocaliser en fonction du plan de sortie du distributeur. C'est-à-dire, le distributeur nous fournit son plan de sortie théorique au départ et ensuite son réel.
et nos publicités ne vont apparaître que dans les zones où le film est programmé. D'autres questions? Oui, voilà, vous allez pouvoir vous préparer pour le biathlon très, très bientôt. Alors après la sortie, donc tout ça, alors comment dire, le travail n'est pas terminé le jour de la sortie du film. Et ce qu'on a essayé aussi de dire, enfin entre nous en préparant la table ronde hier, c'est que il y a quelques années, le distributeur axait toute sa campagne jusqu'à la date de la sortie. C'était un peu un contrat comme ça aussi avec le producteur où nous on accompagne le film jusqu'à la date de la sortie et puis après le film est lancé. Et il n'y a plus rien à faire. Alors aujourd'hui, au contraire, et ça va dans le sens aussi où on a tous envie, toutes et tous, distributeurs et exploitants, surtout indépendants, que les films aient une vie la plus longue possible en salle. Aujourd'hui, le travail du marketing ne s'arrête pas là avec les moyens dont on dispose maintenant. C'est vrai qu'une fois que le film est sorti, on arrive à tout de suite voir le profil du film qui est sorti. Là, on a pris l'exemple notamment de Suleiman et puis des Graines du Figuier Sauvage, donc sortis par le même distributeur. 2 gros succès indépendants de l'année. Et ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'au final, ce n'est pas du tout le même public. Donc si on faisait là de la duplication entre les 2 films, elle serait sans doute très faible. Et c'est vraiment intéressant de se dire si, comme le disait Charlotte tout à l'heure, l'objectif n'avait pas été de cibler les jeunes, mais peut-être par facilité aller chercher que les seniors, peut-être plus sensibles à des sujets difficiles et des films pointus. Peut-être que le film n'aurait pas marché autant. Et au final, le public 15-24 ans, on voit, ou moins de 35 ans, représente quasiment la moitié des entrées, ce qui est très rare pour un film art et essai pointu et social comme peut l'être Suleiman. Mais toucher les jeunes, ce n'est pas forcément l'objectif. Enfin, on peut aussi avoir un gros succès sans toucher les jeunes. C'était le cas des Graines du Figuier Sauvage. Alors ensuite, on peut comprendre à la fois à travers le film lui-même, ses éléments intrinsèques à lui-même et la promotion réalisée. Là, c'est fou parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de jeunes. Par contre, le succès est lié à un poids des plus de 50 ans qui est absolument énorme. Donc voilà, peut-être aller chercher des 15-24 ans sur ce film-là aurait été risqué sans doute. À voir. On a en effet privilégié plutôt Facebook sur ce film-là. Et juste pour conclure sur un petit truc en plus, c'est l'histoire de Suleiman. Donc on a généré via la campagne digitale 28 millions d'impressions sur un petit truc en plus et 11 millions à peu près sur Suleiman, tout confondu, réseaux sociaux et programmatiques. Donc il y avait une différence de budget entre les deux, forcément. On imagine. Mais voilà, juste Facebook a été le premier réseau d'assez loin sur un petit truc en plus, quand sur l'histoire de Suleiman, c'est TikTok qui était peut-être pas en valeur absolue le premier, mais dans un mouchoir de poche, mais en tout cas en termes de rentabilité, en termes de coût par impression, coût par vue, etc., c'est TikTok qui a été le premier réseau pour l'histoire de Suleiman. Voilà, après, on peut passer parce que juste dire peut-être un mot plus global sur Pyramide et la magnifique année qu'ils font. Donc voilà, juste les remercier pour leur confiance et les féliciter pour tous ces succès jusqu'à la semaine dernière, 20 Dieux, qui prend la même tendance pour arriver à 500 000 entrées. Et donc là, on a mis quelques exemples de films des derniers mois sur lesquels on a travaillé en mixant un peu tous les genres. Effectivement, pour les prochains films d'horreur, on pourra recibler les audiences de Terrifier 3. Pour le prochain film d'animation, on pourra recibler Flow, etc. etc. Merci. Est-ce que... oui, une question... J'espère qu'elle n'est pas trop personnelle. Tout ce que vous avez décrit est valable sur le territoire national. Et en cherchant un peu sur vos sites, la seule amplification internationale, c'est peut-être Webedia,
Ou est-ce que je me trompe? Et l'autre question, c'est comment on fait quand on a une petite salle de cinéma qui démarre? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'acquis des 3 dernières années en data. Ouais, nous, en effet, on travaille sur tous les territoires parce qu'en fait, Allociné existe dans d'autres pays, Sensa Ciné, Adoro Cinéma, donc on a de la donnée pour le coup qui est vraiment internationale, basée sur les médias. Et après, en plus, pour répondre sur ta question de une salle qui démarre sur un petit territoire, en fait, aujourd'hui, tous les outils publicitaires qu'on utilise tous ici permettent de cibler de manière très précise une zone géographique. Et quand je dis très précis, il y a même des outils qui permettent de cibler au kilomètre près. On a des radius qui sont vraiment très précis. Donc en fait, l'enjeu n'est pas tant la capacité à cibler une zone géographique que le budget que tu vas associer. Mais il n'y a pas de minimum budgétaire. C'est-à-dire qu'à partir de 10 euros, il y a plein aujourd'hui d'entreprises qui font des toutes petites campagnes sur Facebook, en social. Je ne parle pas du tout forcément du cinéma, là, en l'occurrence. Et avec des tout petits budgets, tu peux cibler une zone de chalandise, donc une zone dans laquelle tu interviens de manière très précise. Donc en fait, l'enjeu n'est pas tant de se dire est-ce que j'ai le budget pour, est-ce que j'ai la possibilité de cibler uniquement ma ville, c'est plus qu'est-ce que tu veux faire dans ta communication. Est-ce que tu veux toucher une certaine audience précise? Est-ce que tu veux toucher tout ton territoire? Est-ce que le digital est la meilleure solution pour toucher ton audience sur ton territoire? C'est peut-être pas le cas, comme disait Sylvain, il y a aussi d'autres leviers en mix média. Et donc tout ça est en fait le schéma, et tous on peut vous accompagner là-dessus, mais ouais, il n'y a pas de problématique à avoir un petit budget sur une petite zone géographique. Et puis, il y a le fait d'engager de la publicité soi-même, il y a aussi participer à tout ce mouvement. Charlotte, tu voulais compléter? Juste dire, hier j'étais en train de transmettre les adaptations québécoises de l'histoire de Suleiman, qui a Film Amérique, qui sort le film là-bas. Il y a quand même l'idée aussi de travailler sur la circulation du film, de pouvoir profiter de ce qui s'est fait en France au niveau de pouvoir l'adapter. Et puis aussi, c'est intéressant de pouvoir aussi comparer les parcours spectateurs sur le territoire français à ceux d'autres zones. Et où là, ça va être fait sur... tu parlais d'Unifrance tout à l'heure, sur My French Festival, où on accompagne des films dont il y a une sortie française sur d'autres territoires, en regardant ce qui a été fait sur la France, mais aussi parce qu'en fait, on peut aller chercher les profils qui ont été les plus engagés, on peut aller chercher leurs comparables sur un pays. Oui, c'est un peu affreux ce que font les algorithmes. Après, c'est pareil, c'est pas de la donnée personnelle, c'est sur de la donnée comportementale. En fait, j'ai des gens qui vont avoir les mêmes comportements. Et après, pareil, il faut surveiller tout au long de la campagne, parce qu'il n'est pas dit que ça soit exactement la même chose que ce qui s'est passé sur la France. Donc, il y aura des réadaptations. On parlait de Suleiman sur les jeunes. Je ne suis pas sûre qu'au Canada, ça va être exactement la même chose. Donc, il faut aussi être flexible. Voilà, puis en tant que nouvelle salle de cinéma, même si elle est petite, l'essentiel c'est de participer, c'est de commencer aussi un jour, quoi. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de petite salle et il n'y a pas de nouvelle salle. C'est ce qui est justement, je pense, la force, notamment en France, et du tissu de salle, c'est sa richesse, sa diversité. Et la force, c'est la mutualisation, justement. C'est que je pense que par rapport, par exemple, aux circuits qui peuvent avoir aussi des démarches de ciblage ou de data. Là, il faut surtout pas que l'une des salles qui est présente là se dise mais bon, tout ce que vous racontez là, c'est pas pour moi, je suis une trop petite salle, ou au contraire, voilà, je pense que les efforts, nous notamment, qu'on met en œuvre, c'est la démarche aussi qu'on fait avec Béatrice et avec le SCAR, c'est de mutualiser toutes ces informations, tous ces efforts à l'échelle de chaque salle, et que ça soit sur la communication sur les réseaux sociaux de chaque cinéma. Voilà, moi je pense que c'est très très important que chaque cinéma soit actif, dynamique et mobilise la communauté de son cinéma local. Et derrière, la même chose sur la data spectateur. Nous, ce qu'on propose aux distributeurs, c'est pas la donnée de quelques gros sites qui vont faire du volume. Au contraire, c'est d'agréger. C'est un public dans sa diversité, que ça soit un public d'un multiplex dans une ville moyenne, jusqu'à le public d'un circuit itinérant, le public qui va aller voir le film en 7e semaine dans une petite salle rurale. Mais tout ça, cette diversité du public, c'est celle-là qui fait au final le volume d'entrée de ces films. Là, effectivement, dans les films dont on a parlé, c'est des films qui effectivement ont eu beaucoup de succès, mais qui ont eu beaucoup de succès sur la longueur. Donc c'est très important aussi de mobiliser le public, y compris dans la profondeur. Et donc voilà, j'engage vraiment les cinémas, quelle que soit leur taille, leur localisation, à discuter et à voir comment ils peuvent être importants dans ces dynamiques.
Voilà, parce que l'effet boule de neige, évidemment, ça vaut aussi pour les salles que vous représentez, la totalité aussi des spectateurs que vous représentez. C'est vrai que il faut qu'on le dise aussi, qu'on le communique. L'autre soir, j'étais avec Cédric Kahn, à qui j'ai dit que les entrées des salles indépendantes et RSC annuelles étaient de l'ordre de un quart des entrées total, donc environ, si je ne me trompe pas, 50 millions. Et il était complètement surpris, quoi. Et nous, ne serait-ce que SCAR, avec les adhérents qu'on représente, qui sont bien moindres que les adhérents de l'AFCAE, nos adhérents cumulent environ 22 millions d'entrées par an, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vos spectateurs évidemment participent à toute cette dynamique et sont divers, et c'est ça qu'on défend aussi. Voilà. Donc je rappelle qu'on travaille en collaboration avec 3 agences, parce que Oscar, on tient évidemment à ne pas être en exclusivité avec une seule agence, qui elle-même travaille avec des distributeurs différents sur des films différents, donc avec Ciné Society, avec Lucky Time et avec Clocks. Voilà.